10h15, vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama et nous allons à présent découvrir en quoi l'intelligence artificielle peut venir en aide à la finance de marché. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Sylvain Forté. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Sésame, Sésame avec 2 M. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Sésame, Sylvain? Tout à fait, avec plaisir. Sésame, c'est une société fintech qui développe depuis des années des indicateurs issus du web pour les marchés financiers. On extrait en temps réel de l'information de millions de sources de données, des news, des blogs, des forums, des réseaux sociaux. Et à partir de ces informations, on calcule différents analytics, différents indicateurs permettant de calculer le sentiment digital, la réputation des différentes entreprises, commodities, du forex, etc., etc. Et c'est des outils qu'on apporte à toute une communauté d'investisseurs, que ce soit des grands asset managers, des grandes banques ou alors des CGPI ou différents fonds d'investissement. Donc vous allez screener en fait toute l'information publique sur Internet. Tout à fait. Et vous allez la retraiter. C'est là où l'intelligence artificielle entre en jeu pour formuler des recommandations en fait aux professionnels des marchés financiers. Exactement, exactement. Il s'agit vraiment d'une analyse de réputation. C'est des algorithmes qui permettent d'aller reproduire une décision humaine de quelqu'un qui lit un article ou qui lit un message et qui dit est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt bon pour la réputation de l'entreprise ou mauvais pour la réputation de l'entreprise, schématiquement hein, bien entendu. Mais le but c'est simplement de reproduire cette décision humaine parce qu'il y a maintenant des volumes de données qui sont beaucoup trop conséquents pour être analysés uniquement par une personne, un analyste lisant ces messages et articles. Donc on va aller accompagner, aider à la décision avec ces outils. Alors, si je prends un exemple pour bien comprendre, imaginons une société, Valorec, il y a 1000 articles qui sont écrits, mettons qu'il y en ait 400 qui soient plutôt positifs sur l'entreprise et 600 qui sont plutôt négatifs sur l'entreprise. Le travail en fait de votre technologie, c'est de dire à la fin, attention, il y a plus de gens qui disent qu'il faut faire attention sur cette société plutôt que de gens qui disent qu'ils sont positifs. Tout à fait, alors c'est déjà une information qui est précieuse en tant que telle parce que c'est une forme de consensus qui complémente le pur consensus des analystes. On va aller regarder un petit peu plus loin, on va aller regarder aussi la presse générale, on va regarder aussi des personnes qui communiquent sur des réseaux sociaux, mais il y a tout un tas de filtres et d'informations complémentaires qu'on met également à disposition. Nous on aura cette information mais également la peur exprimée sur Valorec, on aura également la séparation entre les acteurs qui sont des experts du marché et les acteurs qui sont plutôt des boursicoteurs, des gens intéressés. Bien sûr, effectivement, tout le monde n'a pas effectivement le même degré de connaissance des marchés financiers quand on s'exprime. Et nos algorithmes trient toute cette information, donc on peut vraiment creuser très profondément dans l'analyse de ces sociétés. Alors comment ça fonctionne concrètement? Ça fait appel à ce que vous me disiez du deep learning, c'est ça? Non, du machine learning. Du machine learning notamment. En fait, il y a 3 phases d'analyse dans ces outils. Une première partie qui est de l'extraction de données et de l'identification d'entités. Est-ce qu'on voit le nom de la société? Alors on parlait de Valorec, on peut parler d'Apple, de BNP ou alors d'autres assets, hein, que ce soit le S&P 500, le CAC ou alors même le pétrole par exemple. On repère le nom de la société dans ces millions d'articles qu'on a obtenus. Ensuite, on utilise nos algorithmes de traitement du langage, d'analyse du texte pour obtenir ces indicateurs de sentiments, d'émotions, ces indicateurs comportementaux qui nous permettent d'évaluer la réputation des sociétés. Et ça utilise du machine learning. Et on finit par des algorithmes plus quantitatifs pour dire, bon, maintenant on a la donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Comment générer un signal à partir de cette information et comment le coupler avec les autres informations qui étaient déjà disponibles. Et alors, comment vous est venue l'idée de créer cette société? Parce qu'en fait, on imagine assez bien le professionnel des marchés financiers lire la presse financière tous les matins. De là, en fait, à faire appel à une intelligence artificielle pour aller screener l'ensemble du web, il y a quand même un pas, voire un bond. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer ça? Oui, alors l'idée vient de l'un de mes cofondateurs qui était en banque et sur un desk à une période et qui a ensuite passé en laboratoire de finance comportementale, donc il a couplé un peu ses expertises et il s'est dit il y a sans doute la possibilité d'utiliser les technologies lourdes d'intelligence artificielle de sociétés comme Google, Facebook, etc. et de les appliquer au domaine de la banque, au domaine de l'asset management, etc. Et moi je suis arrivé sur le projet en tant que technicien en fait, en tant qu'ingénieur pour aller développer les premiers algorithmes et avec une passion pour l'intelligence artificielle et j'ai découvert les marchés financiers il y a 5 ans en développant la société et c'est en couplant une expertise très technique et une expertise marché qu'on a pu développer ces outils. Et du coup, toutes les données que vous allez chercher en fait ont un sens vraiment pour les marchés financiers. On pourrait se dire finalement que ce qui a un sens pour les marchés financiers, c'est les bilans des entreprises, c'est je sais pas moi les indicateurs économiques. Là, vous allez chercher de manière plus large. Le but, c'est toujours de comprendre au mieux l'entreprise et on s'aperçoit que évidemment, il y a des choses qui passent entre les mailles du filet dans les informations purement financières. On se rend bien compte quand il y a un scandale de réputation d'une entreprise que bon, les bilans ont manqué quelque chose. Il y a quelque chose de plus qui s'est passé. C'est particulièrement
problèmes qui présentent des risques importants sur les marchés que personne ne peut prédire aujourd'hui. De manière un peu plus large, il y a aujourd'hui une grande tendance qui se dessine au niveau mondial qui s'appelle celle de la donnée alternative. Alors ça inclut de la donnée comme nous on l'a fait, issue du texte, issue du web et des informations qui sont publiques. Ça inclut aussi d'autres sujets comme l'analyse de données satellites, l'analyse de données de cartes bancaires, etc. Tout ça c'est de la donnée alternative et c'est souvent de la donnée qui a une relation indirecte avec les actifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite en train de parler de l'activité financière, etc. On est en train de parler de l'actif de manière indirecte via ses consommateurs, via son transport, via ses livraisons de marchandises, etc. Et c'est des choses qui sont très intéressantes parce qu'on a finalement une meilleure capacité à concentrer l'information qui est autour, qui gravite autour de la société. Et c'est une tendance majeure qui a été développée il y a quelques années aux États-Unis, qui est aujourd'hui une tendance mondiale. Et on a beaucoup d'acteurs français qui s'intéressent avec nous ou avec d'autres acteurs à ces technologies et à ces données alternatives. Donc en fait, c'est presque une analyse sociétale, c'est comprendre un petit peu les évolutions ou les changements de consommation d'une société pour ensuite expliquer aux investisseurs ou au marché financier comment est-ce qu'il faut s'adapter. Tout à fait. Alors on a deux types d'analyses. On a des analyses qui sont plutôt au niveau single name, directement sur une action, etc. On a aussi de plus en plus d'analyses qui se font au niveau macro, notamment sur des concepts économiques larges, parce qu'on s'aperçoit que grosso modo plus c'est flou, plus les gens manquent d'informations. Et sur ces concepts qui passent dans la presse, etc., on est sur des choses qui sont tellement énormes, tellement compliquées à mesurer d'un point de vue purement financier qu'avoir cette information de réputation est intéressant. Alors je pense là à la croissance économique, à la production industrielle dans différentes zones géographiques. Donc on peut aller jusque là en fait. Mais alors comment on fait? Parce que à la limite chercher Apple dans un article ou sur un réseau social c'est facile. Croissance économique, en fait c'est plus compliqué parce qu'on peut l'exprimer de plein de manières différentes. C'est plus compliqué. Alors je vais pas rentrer dans le détail vraiment de la technologie, mais c'est des algorithmes de détection d'entités sur lesquels on a besoin de détecter le nom de la société. Apple n'est pas trivial, il ne faut pas confondre Apple avec une pomme par exemple. Bien sûr. Ça peut paraître trivial, mais pour un algorithme c'est pas évident. Et de la même façon pour des concepts qui sont plus complexes, on construit une sorte de base de connaissances pour pouvoir trouver la bonne information au bon endroit. Mais c'est un petit peu la seule méthode. Il n'y a pas forcément d'autres moyens d'aller sourcer cette information qui est présente partout, qui passe dans la presse publique, dans la presse financière, etc. etc. C'est tellement énorme, tellement macroéconomique, c'est très difficile d'avoir une vision un peu globale de ça sans ce type d'algorithme de gestion de données de masse. Et donc j'imagine que ça marche aussi pour des matières premières? Tout à fait, tout à fait. On a notamment pas mal de stratégies sur pétrole qui sont développées à partir de ces indicateurs. Et là, il n'y a pas vraiment de limite. On commence à faire un petit peu de nos côtés aussi pour différentes sociétés avec lesquelles on travaille, notamment pour une banque. À partir du moment où on est en capacité de proprement identifier une entité dans du texte, on peut appliquer ces analyses et voilà, on continuera à développer les bases, le nombre d'actifs, on en a 10 000 actuellement et on souhaite continuer à développer ça dans les prochaines années. Alors si je caricature un tout petit peu, vous avez développé ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Okay. Elle parle que français cette intelligence artificielle ou elle parle plusieurs langues? Non, elle parle 8 langues en fait, cette intelligence artificielle, et c'est une de nos spécificités. On traite la majorité des langues européennes, de l'anglais, du français, de l'espagnol, l'italien, etc. Et on traite également du mandarin et du japonais. On a pas mal de clientèle en fait en Asie, c'est une grosse partie de notre marché parce que c'est très rare dans ces pays d'avoir des algorithmes de traitement automatique des langues, de traitement du langage qui sont bien développés. On travaille par exemple avec la société Nikko Global Wrap au Japon qui est un grand asset manager, et c'est important de pouvoir quantifier l'information dans la langue locale et pas seulement d'avoir de la traduction automatique ou ce genre de choses. Donc on a passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. En tant que petite société française dans un marché essentiellement américain, c'était une des premières tâches en fait. Donc vous vendez effectivement aux banques. Quels autres types d'acteurs ou peut-être des clients dont vous pouvez nous parler? Oui, alors des banques, on travaille par exemple avec Société Générale ou Raiffeisen Bank en Autriche, notamment. Il y en a d'autres, je ne peux pas citer tout le monde. Il y a aussi des asset managers avec la Française Yes, Candriam. On travaille aussi avec Groupama Asset Management ici en France et avec beaucoup de hedge funds UK et US, en particulier à New York où on est en train de développer aujourd'hui une filiale commerciale. Alors Sésame a été créé il y a 4 ans, vous êtes 30 aujourd'hui à travailler pour Sésame. Quelles sont les ambitions de Sésame pour 2019 qui vient juste de commencer ? Alors, on est actuellement en train de clôturer une opération de financement. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous dans le cycle des startups. On est une société qui se développe bien et qui a un bon chiffre d'affaires, mais on doit continuer à avoir des moyens pour pouvoir se développer. Et l'objectif de cette opération de financement, pour nous, c'est surtout la croissance internationale. On est en pleine ouverture de nos locaux américains actuellement, en plein Manhattan, parce qu'on a de la clientèle sur place et qu'on a beaucoup de prospects qu'on doit pouvoir gérer, avec lesquels on doit être proche au jour le jour. Notre prochain objectif, c'est le Japon, étant donné qu'on a une bonne clientèle là-bas et beaucoup d'appétit pour nos technologies. Et la technologie parle déjà japonais. Tout à fait, et on a beaucoup d'autres idées, en particulier Hong Kong qui nous intéresse beaucoup et le Royaume-Uni. Merci beaucoup Sylvain Fortet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Sésame. Merci.